Pendant des décennies, ils ont été bien plus que de simples stars de cinéma. Ils étaient un phénomène. Terence Hill et Bud Spencer faisaient rire, applaudir et croire au pouvoir de l'amitié des spectateurs du monde entier tout en distribuant des coups de poing mémorables et en poursuivant la justice dans des villages de western poussiéreux. Mais que se serait-il passé si tout cela n'était jamais arrivé? Et si un faux pas, un pied cassé ne les avait jamais réunis? Aujourd'hui, à 86 ans, Terence Hill révèle enfin la vérité sur leur partenariat légendaire. Ce coup du destin qui a changé sa vie à jamais. La femme qu'il a rencontrée sur un tournage et ce lien discret mais indéfectible qui a rendu leur alchimie à l'écran inoubliable. Ce n'est pas seulement l'histoire de deux acteurs, c'est une histoire de timing, de loyauté et d'une amitié dont même Hollywood pourrait tirer des leçons. On ne sait jamais marcher sur les pieds. L'histoire n'a pas commencé dans un éclat de projecteur. En fait, la toute première fois que Terence Hill et Bud Spencer sont apparus ensemble à l'écran, ils ne se sont même pas croisés. C'était en 1959, dans le péplum Hannibal. Les deux acteurs, alors encore connus sous leur vrai nom Mario Giro et Carlos Pedrosoli, jouaient des rôles secondaires et ont été filmés à des jours différents. Aucune scène partagée, aucune conversation, aucune idée que leur destin allait être un jour se croiser. 8 ans plus tard, le destin frappe. Le réalisateur Giuseppe Colisée se prépare à tourner. Dieu, pardonne-moi, non. En 1967, à l'origine, le rôle principal face à Bud Spencer devait être tenu par Peter Martell. Mais à la veille du tournage, Martell se casse le pied alors que le tournage est imminent. Cofidis a besoin d'un remplaçant en urgence. C'est là qu'entre en scène un jeune acteur nommé Mario Giro. Il n'avait aucune idée que ce rôle de dernière minute allait bouleverser sa vie. Je me souviens de ce moment très clairement, racontera plus tard Hill. Je suis arrivé sur le plateau et Bud Carlos était là. Il m'a regardé, a souri et m'a dit ciao, je suis Carlos. Voilà, c'était lancé. On a commencé à lire nos dialogues et quelque chose a immédiatement fonctionné. La chimie est immédiate, naturelle, spontanée, inattendue. Le réalisateur l'aperçoit aussi. Et à partir de cette étincelle, le duo légendaire est né. Mais pas n'importe quel duo. Il fallait qu'il soit vendable à l'international. Cofidis insiste pour qu'il adopte des pseudonymes à consonance américaine. Mario Giraudy devient Terence Hill, choisissant ce nom en hommage aux initiales de sa mère Hildegard Thiem. Carlos Pedrosoli, ancien nageur olympique et touche à tout, choisit son pseudonyme en combinant sa bière préférée, Budweiser et son acteur favori Spencer Tracy. Ainsi naît Bud Spencer. Leurs 3 premiers films. Dieu, pardonne-moi. Non. Les 4 de Lave, Maria et la colline des bottes sont des westerns spaghetti à l'ambiance rude et à l'humour discret. Mais ce qui les distingue, c'est l'énergie entre Hill et Spencer. Le public le remarque et les réalisateurs aussi. Puis vient le véritable tournant. On l'appelle Trinita. Imaginé par le réalisateur Enzo Baroni, le film renverse les codes du western italien. C'est léger, comique, presque absurde. Un anti-western plein de charme. Terence Hill incarne Trinity, un tireur rapide et paresseux, tandis que Bud Spencer joue Bambino, son frère bourru et bagarreur. Ensemble, ils sont magiques. Le public adore les bagarres de saloon, les gags burlesques et les disputes fraternelles. Et quand on continue à l'appeler, Trinita sort l'année suivante. Le film ne fait pas que surpasser l'original. Il bat tous les records. Avec plus de 14 millions de billets vendus en Italie, il devient le film le plus rentable de l'histoire du pays. En Allemagne, il reste un des plus gros succès de tous les temps, même aux États-Unis, où les films doublés trouvent rarement leur public. Les aventures de Trinity font leur chemin soudain, elle et Spencer ne sont plus de simples acteurs. Ce sont des icônes. Et pourtant, en coulisses, les choses étaient différentes de ce qu'on imaginait. Bud, figure imposante et voix tonitruante,
était aussi un intellectuel diplômé en droit et en chimie, compositeur de musique, l'inventeur reconnu. Terence, lui, était un perfectionniste discret. Il étudiait la littérature, fuyait les soirées mondaines et préparait ses rôles avec minutie, retravaillant souvent les scènes tard dans la nuit. Bud fonctionnait plus à l'instinct, préférant un bon dîner à une répétition. Leurs personnalités étaient opposées, et c'est justement ce qui faisait leur force. On ne sait jamais marcher sur les pieds, dira-il. Il n'y avait ni jalousie, ni ego, juste une grande confiance. Entre 1972 et 1985, le duo s'éloigne du western pour explorer d'autres styles dans Attention, on va s'énerver. Il court après un buggy VW jaune-rouge devenu culte dans 2 missions pour un petit diable. Il incarne des pilotes de brousse en Amérique du Sud. Un tournage qui donnera à Bud la passion du vol. D'autres succès suivent un père flic et voyou. Quand faut y aller, faut y aller. La plupart tournés à Miami, ces films transposent leurs recettes burlesques dans un décor moderne tout en préservant l'essence de leurs personnages, le voyou charmeur et le colosse bougon. Le fils de Bud, Giuseppe Pedersoli, dira plus tard que son père il avait quelque chose que peu de duos à l'écran possédaient. Ce n'était pas du jeu, c'était réel. Ils se respectaient, ils s'aimaient bien. Mais même les meilleurs duos connaissent des creux. En 1973, il renonça même les Anges mangent des faillots. Il est remplacé par Giuliano Gemma. Bud refusera d'en faire la suite. En 1991, il devait jouer dans Un pied au paradis, mais refuse à cause de son engagement dans la série Lucky Luke, et même si d'autres duos ont tenté de les imiter, comme Paul Smith et Michael Kobe, aucun n'a su recréer leur magie. Après les super flics de Miami en 1985. Ils prennent une longue pause. Puis en 1994, ils se retrouvent pour un dernier western comique, Petit Papa Baston. Une conclusion symbolique à leur épopée. Leur héritage grandit encore. En 2017, un jeu vidéo rétro Slap & Beans permet aux fans de revivre leurs aventures. Une suite sort en 2023. Des musées leur sont consacrés à l'hommage en Allemagne pour Terence Hill, à Berlin pour Bud Spencer, avec décors, accessoires et bien sûr le fameux buggy. En dehors des caméras, leur lien restait intact. Bud dînait souvent avec Terence et son épouse Laurie, qu'il avait épousée 2 semaines seulement après l'avoir rencontrée sur le tournage de Dieu. Pardonne-moi. Non. Leur famille était liée. Ils n'étaient pas juste des amis. Ils étaient des frères. L'adieu douloureux à Bud Spencer. Quand la nouvelle est tombée le 27 juin 2016, que Bud Spencer était décédé à l'âge de 86 ans, une vague de chagrin a déferlé sur l'Italie et bien au-delà. Les fans, les réalisateurs, les acteurs ont pleuré la perte du géant doux du cinéma italien. Mais personne ne ressentit le choc aussi profondément que Terence Hill. J'ai perdu mon meilleur ami, dit-il simplement. Mais je suis reconnaissant pour le voyage que nous avons partagé. C'était une belle histoire. Bud est parti paisiblement à 18h15 chez lui, à Rome, entouré des siens. Son dernier mot fut merci pour Terence Hill qui venait tout juste de revenir à Almeria. Le lieu même où ils s'étaient rencontrés pour la première fois sur le tournage de Dieu. Pardonne-moi. Non. Ce moment ne semblait pas être une simple coïncidence quand Giuseppe, le fils de Bud, m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Je me trouvais exactement à l'endroit où Bud et moi nous étions rencontrés la toute première fois, a confié Hill lors de l'éloge funèbre. Après la douleur, une étrange sérénité m'a envahi. J'ai compris que rien dans la vie n'arrive par hasard. Les obsèques célébrées le 30 juin 2016 à l'église des artistes à Rome furent un hommage émouvant lorsque le cercueil de Spencer fut porté hors de l'église. Une chorale composée d'amis, de fans et de membres de sa famille entonna d'une bougie le thème joyeux de Attention, on va s'énerver. Un film qui capturait l'esprit espiègle du duo. Et là, les yeux humides, mais la voix posée se tenait. Terence Hill. Il parlait. Non. En tant que star de cinéma,
mais en tant qu'homme pleurant la perte d'un frère. Avec Bud, il y avait toujours de la joie, dit-il. Dès le premier jour, il m'a dit on ne se disputera jamais. Et il avait raison. En près de 50 ans, jamais une seule dispute. Il se souvient de leur toute première scène ensemble. Ironie du sort, une bagarre. Bud, déjà sportif, accompli et imposant, avait marqué Terence à jamais. Il avait cette énergie, dit-il. Une puissance physique incroyable, mais avec une âme d'enfant. Il n'a jamais été cruel, jamais arrogant, toujours souriant, toujours humble. La mort de Spencer provoqua une vague d'hommages à travers le monde. Le Premier ministre italien Matteo Renzi écrivit sur Twitter « Ciao, Bud Spencer, nous t'avons tant aimé ». Le ministre de la Culture, Dario Franceschini, le qualifia de grand acteur de notre cinéma. Même Russell Crowe rendit hommage à Rip Bud Spencer. De tout cœur avec votre famille. Mais les hommages les plus poignants vinrent de ceux qui le connaissaient réellement. Ils se remémorent leurs nombreux dîners partagés souvent chez Bud, à Rome, autour d'un plat de spaghettis préparé par Maria, l'épouse de Bud. À chaque fois, Bud me rappelait. Toi et moi, on ne s'est jamais disputé. Il en était fier et moi aussi. Après le départ de Spencer, Terence il ne s'est pas contenté de parler de leur héritage. Il l'a incarné à travers ses interviews, ses apparitions publiques et même dans son travail. Il perpétue leur mémoire en Allemagne, où le duo reste immensément populaire. Un Terence Hill Ice Cream Saloon a ouvert ses portes à Dresde, à Berlin. Un musée, Bud Spencer a vu le jour avec des accessoires de tournage, des décors recréés et bien sûr, la fameuse buggy iconique. Il a soutenu personnellement ces initiatives dans un moment particulièrement émouvant. Il confia qu'il lui arrivait encore d'entendre la voix de Bud certains jours sur un tournage ou en marchant dans une ville où nous avions filmé. J'ai l'impression de l'entendre rire et pendant un instant, c'est comme s'il était encore là. À 86 ans, Terence il ne regarde plus en arrière. Avec tristesse, mais avec gratitude. Tout a commencé parce que quelqu'un s'est cassé le pied, dit-il, un sourire mélancolique aux lèvres en se souvenant du rôle qu'il a conduit sur le tournage de Dieu. Pardonne-moi, non. La vie est étrange et parfois, elle vous offre un cadeau que vous n'avez jamais demandé. Un cadeau nommé Carlos Pedro Soli, un ami nommé Bud Spencer. Et alors que Terence il dit adieu une dernière fois à son complice de toujours, il ne pleure pas. Il sourit. Le voyage silencieux d'une légende du cinéma. Revenons maintenant à Terence Hill lui-même. Éloignons-nous un instant des coups de poing comiques et des duos légendaires pour découvrir l'homme derrière le nom. Bien plus que la moitié d'un tandem mythique. Terence est un artiste, un père et une âme discrète, façonné par les souvenirs de guerre et la beauté simple de la vie. Né Mario Giro en 1939 à Venise, Terence il était destiné à un parcours hors du commun qui le mènerait d'une enfance marquée par les conflits à une célébrité mondiale. Fils d'un chimiste italien originaire d'Amelia et d'une mère allemande venant de Lomax Match en Saxe, la jeunesse de il fut marqué par les bouleversements et la survie pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa famille s'installa dans la ville natale de sa mère, en Allemagne. C'est là qu'il vécut de près l'horreur des bombardements alliés et les raids aériens sur Dresde. Il n'avait que 5 ans lorsqu'il échappa de peu à la mort aux côtés de sa mère, lors de l'un des bombardements les plus dévastateurs de la guerre. Après le conflit, alors que la Saxe était devenue une partie de l'Allemagne de l'Est, la famille retourna en Italie en 1947 et s'installa à Amelia, la ville de son père. C'est là que Mario grandit dans un environnement plus paisible et commença à forger son identité. Élève brillant, il développa une passion pour le sport, notamment la natation et l'aviron. Il rejoignit le club sportif de la Lazio, ironiquement, le même que celui de Bob Spencer. Bien qu'ils ne se soient pas encore rencontrés, il remporta même une médaille de bronze aux championnats juniors italiens, puis une médaille d'argent en aviron. Pourtant, le cinéma allait bientôt le détourner de l'eau. C'est le réalisateur Dino Risi qui découvrit le jeune Mario, alors âgé de 12 ans, dans une piscine, et lui proposa un rôle dans Vacances,
école, gangster. Avec ses yeux d'un bleu saisissant et un visage naturellement photogénique, Mario trouva rapidement sa place à l'écran. Il parvint à concilier les tournages avec ses études et entama plus tard des études de lettres à l'Université de Rome. Mais les rôles au cinéma se multipliaient. À 15 ans, il s'inscrit à des cours d'art dramatique et enchaîne bientôt les projets en Italie et en Allemagne. Au début des années 1960, il participe à une série de westerns allemands surnommés Surkrow Western, ainsi qu'à des adaptations de Karl. Mais comme W. Need to the ou la révolte des Apaches. Il y incarne souvent des officiers nobles ou des jeunes premiers romantiques. Avec le recul, il qualifiera cette période d'erreur de parcours, estimant qu'il aurait dû rester en Italie, là où la véritable révolution du western spaghetti était en train de naître. Pourtant, cette phase lui apporte une précieuse expérience et une certaine notoriété. Le tournant majeur survient en 1963, lorsque Luchino Visconti le choisit pour un petit rôle dans son chef-d'œuvre, Le Guépard, aux côtés de géants comme Burt Lancaster, Claudia Cardinal et Alain Delon. Bien que secondaire, ce rôle offre à il une exposition dans les cercles prestigieux du cinéma européen. Mais c'est en 1967 que sa vie bascule avec Dieu. Pardonne-moi, non. Initialement prévu pour un autre acteur, il est appelé en dernière minute après que Peter Martel se soit cassé la jambe. Un accident devenu légendaire. Non seulement ce film marque le début de son duo mythique avec Bud Spencer, mais il change aussi profondément sa vie personnelle. Sur le tournage, il rencontre Laurie Bauer, une coach de dialogue d'origine germano-américaine. 2 mois plus tard, ils se marient. Leur union durera toute une vie, donnant naissance à 2 fils, Jesse et Ross, et surmontant autant la gloire que la tragédie. C'est dur en Dieu. Pardonne-moi. Non que Mario Ghiraudy se voit proposer un nom de scène plus accessible à l'international. Il choisit Terence Hill dans une liste de suggestions. Attiré par la sonorité anglaise, le rythme du nom et les initiales identiques à celles de sa mère, Hildegard Tim. Ainsi naît un nouveau personnage. Dans les années qui suivent, il devient une star en Europe. Sa silhouette est lancée, ses yeux perçants et ses réflexes rapides en font l'idéal du héros d'action comique. Si la saga Trinita le propulsera au rang d'icône mondiale, il essaie aussi à des rôles plus ambitieux et nuancés. En 1973, il incarne le séduisant tireur Nobody dans Mon nom et personne aux côtés de Henry Fonda dans une production de Sergio Leone qui détourne les codes du western avec malice. Il porte le film avec style et panache. La suite plus libre, un génie, 2 associés. Une cloche tentera de reproduire la magie sans y parvenir totalement. L'agilité physique de Hill et sa témérité en font aussi un excellent cascadeur. Il réalise lui-même la majorité de ses cascades. Fier de l'authenticité de ses scènes d'action. Sauter sur des trains en marche. Il est un perfectionniste, discipliné, répétant chaque geste jusqu'à le maîtriser parfaitement. Dans les années 1970 et au début des années 1980, Terence Hill alterne entre ses films en duo avec Bud Spencer et des projets en solo. Il tente sa chance à Hollywood avec Mark Hardy aux côtés de Jane Hackman et Catherine Deneuve, puis avec Mister Billion, une comédie légère qui ne trouve pas son public mais révèle son charme naturel. Il s'essaie également à la réalisation, notamment avec Don Camillo où il incarne le célèbre curé bagarreur issu des histoires de Giovanni Nogorski. Mais la vie n'épargne personne. En 1990, Terence Hill vit la plus grande tragédie de son existence. Son fils adoptif, Rose Hill, meurt dans un accident de voiture à seulement 16 ans. Originaire de Munich, Ross avait été élevé avec amour par Terence et son épouse Laurie. Plus qu'un fils, il était le cœur de leur petite famille. Ross avait déjà fait quelques apparitions dans les films de son père, notamment Don Camillo et Renegade, et possédait un charisme discret que beaucoup pensaient imprometteur. Il se préparait à jouer un rôle central dans le prochain projet de son père, l'adaptation télévisée de Lucky Luke. Lorsque l'accident survint, conduisant sur une route glissante dans le Massachusetts, Ross perdit le contrôle de sa voiture qui alla s'écraser contre un arbre.
la brutalité et l'absurdité de l'accident laissèrent la famille anéantie. Terence Hill, alors en plein tournage, a dû affronter l'impensable, continuer à travailler tout en faisant le deuil de son fils. Il acheva Lucky Luke, un projet qu'il devait partager. Mais rien ne fut plus jamais pareil. Bien qu'il ait poursuivi sa carrière avec professionnalisme et dignité, ceux qui l'entourent affirment qu'une partie de lui s'est éteinte ce jour-là. Le rire s'est fait plus discret, les apparitions publiques plus rares et derrière son sourire légendaire. Une peine profonde s'est installée dans les années qui suivirent. Il se détourne peu à peu du cinéma pour se consacrer à la télévision italienne, recherchant une stabilité réconfortante. En 2000, il accepte le rôle principal de Don Matteo, une série à succès où il incarne un prêtre détective avec son calme, sa sagesse et son humour discret. Don Matteo conquiert le cœur d'une nouvelle génération, le personnage devient l'un des plus populaires de la télévision italienne. Il le jouera pendant plus de 20 ans dans plus de 250 épisodes avant de passer le flambeau en 2021. Il joue également dans Un Passo dal Silo, une autre série très aimée où il campe un garde forestier solitaire dans les Alpes, résolvant des mystères avec humanité. Ses rôles marquent un second acte dans sa carrière, plus silencieux, ancré dans la bonté, la communauté et la réflexion. Hors caméra, Terence Hill mène une vie simple. Très croyant, il reste attaché à sa ville natale d'Amelia, où il ouvre en 2017 la gériatrie à Giromagny. Un clin d'œil au glacier que tenait son grand-père dans les années 70. Il partage son temps entre l'Italie et les États-Unis, privilégiant la nature et les liens familiaux. Les pommes, son encas favori, deviennent une sorte de signature. Il en porte souvent une dans sa poche, même sur les plateaux. Terence Hill n'a jamais cherché à devenir une superstar. Il n'a jamais couru après les paillettes hollywoodiennes, ni aimé le feu des projecteurs. Il a bâti sa carrière sur la constance, la sincérité et l'élégance discrète qu'il traverse des plaines poussiéreuses à cheval ou qu'il résolve des affaires dans une sacristie de village. Il incarne des personnages empreints de décence et de courage silencieux. Et aujourd'hui, à 86 ans, alors qu'il contemple toute une vie passée devant la caméra, Terence Hill reste une figure profondément aimée. Non pas seulement pour ses coups de poing légendaires ou son timing comique, mais pour sa force tranquille et son humanité. À 86 ans, Terence Hill a enfin confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis toujours: son lien avec Bud Spencer allait bien au-delà du cinéma, il était vrai, profond, authentique, dans un monde où tant d'alliances à l'écran sont éphémères. Leur amitié a traversé les décennies. Pensez-vous que des amitiés comme la leur existent encore à Hollywood aujourd'hui? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits qui vont au-delà des projecteurs.